Bonsoir, l'actualité ce soir, la relance de l'usine de Frias pour ce mardi. Les populations saluent les efforts consentis pour faire renaître la cité des trois immeubles et attendent avec impatience le chef de l'État dans la cité de Somboli. Et puis le chef du gouvernement poursuit ses consultations au sein des formations politiques. Le renforcement du partenariat et l'instauration d'une démocratie sont au cœur des débats. Enfin, le 19 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale des drépanocytaires et la Guinée fait partie des pays où la maladie persiste encore. Les défis liés à cette maladie, c'est le reportage grand format de cette édition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Dans moins de 24 heures, le chef de l'État sera l'hôte des populations de Fria, la cité de l'Alumine. Professeur Alpha Condé vient procéder à la relance officielle de l'usine Russal Frigia. Mais en attendant, nos envoyés spéciaux Habib Thiam et Salif Oussila nous font vivre l'atmosphère sur place, soutenue par quelques acquis du changement. Au milieu de ce complexe, murmurent les installations électriques de la sous-station de Kaleta, sensible à la présence de tout corps étranger. C'est l'un des tout premiers symboles de la renaissance de Fria. Ici, on a deux lignes en provenance de Kaleta, de 30 kV de chacun. Et on a à l'intérieur les deux postes de transformateurs de 12,5 de chacun. Vraiment, on ne saurait que remercier le professeur Alpha Condé parce qu'au moment que Kaleta est venu nous trouver, on était à l'agonie. Au jour d'aujourd'hui, peut-être, je ne connais pas ailleurs, mais en Guinée ici, seul Fria qui a le courant 24 heures sur 24 heures. Cette volonté affichée du chef de l'État se traduit également par une autre nouveauté à Fria, la MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines, une révolution dans la promotion des initiatives économiques en Guinée. Depuis l'arrivée de cette somme, de cette banque à Fria, ça a changé pas mal la situation, la crise économique de Fria. Les femmes, il y a eu des femmes qui sont venues adhérer à la banque. Nous sommes au plus de 600 personnes. Et avec l'argent de 2 milliards, il y a eu 1,5 milliard qui ont été injectés au niveau des femmes et des jeunes pour créer les activités génératrices de revenus. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup ont eu un départ économique et ça a augmenté la vie des citoyens de Fria. Les initiatives de développement attirent dans tous les coins de Fria. À l'image du chef-lieu, les sous-préfectures amorcent leur renaissance dans plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture. Le président de la République nous a réellement aidés. Les aubergines noires que vous voyez ont reçu grâce à l'engrais qu'il nous a apporté. L'herbicide aussi, que Dieu l'assiste. À Tormelin, 300 hectares de terres agricoles sont en cours d'aménagement. Fruit de la coopération maroco-guinéenne, le projet est en plein essor et passe nécessairement par l'ouverture des canaux d'irrigation. Depuis plus de 4 mois, 5 mois, les Marocains vivent avec nous ici, en train d'aménager. Et là, le travail est en chantier, mais quiconque voit ce qui est là, tu adhères aussitôt. On ne peut pas dénombrer les investissements. Notre problème, c'était la télévision. Mais aujourd'hui, dans mon salon, les pieds croisés, je m'assois gaillardement pour voir ce qui se passe à Conakry. À ces acquis s'ajoute cet autre joyau industriel, l'usine Russal Frigia. Après plusieurs années d'arrêt, la compagnie redémarre grâce à la volonté politique du professeur Alpha Condé. À la veille de l'ouverture officielle des installations, Fria souffle la joie et la reconnaissance. Les artères de la ville sont balayées pour réserver aux premiers magistrats du pays tout l'accueil qu'ils méritent. Avant d'arriver à Fria, le chef de l'État était ce mardi à Kamsar pour le chargement de la première tonne du projet Diandian, une occasion pour le chef de l'État d'attirer l'attention des populations sur la nécessité de maintenir un climat de paix et de sécurité dans la région. Dans un discours très applaudi, professeur Alpha Condé a tenu à mettre l'accent sur le respect du contenu local. Nous invitons à suivre un extrait du discours du chef de l'État. Je me dois d'abord de féliciter Russal pour avoir honoré son engagement et avoir contribué à la concrétisation des efforts
fournis pour la rémunération de la coopération historique entre la Guinée et la Russie. J'invite les populations de Boké, et surtout les jeunes et les femmes, à soutenir les activités du Rusal, à maintenir la culture sociale à Boké, condition préalable de tout développement. J'invite Rusal à promouvoir le contenu local, le développement communautaire et la protection de l'environnement. Nous comptons sur la société pour la réalisation des phases suivantes du projet, notamment la construction de la raffinerie. L'État réaffirme son soutien au projet, accompagnera toutes les parties pour le bon développement des opérations. Malgré les apports de ce projet, à l'instar de tout le secteur minier, il ne nous aura pas tous les problèmes. Je vais donc profiter de mon séjour ici pour m'adresser à la population de Boké et de Bofa et à l'ensemble des sociétés minières. À la population de Boké et de Bofa, nous ne voulons plus de pagaille. Nous allons renforcer l'effort de sécurité et la justice va s'appliquer. Il y a beaucoup de délinquants qui viennent à Boké et à Bofa pour faire la pagaille. Désormais, toute personne qui sera arrêtée sera condamnée et n'aura pas de droit de grâce. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Donc, nous allons assurer la sécurité des sociétés minières. Parce que Boké et Bofa sont le poumon du développement de la Guinée. Nous n'allons pas permettre que ce poumon soit pollué. Ça doit être clair pour tout le monde. Maintenant, aux sociétés minières, j'ai fait mes enquêtes avant de venir. Le contenu local, monsieur le ministre, n'est pas appliqué. Il y a de très grands scandales. Un certain Alpha Yaya Kaba, qui n'a que 19 camions, il utilise 630 000 camions. 630 à lui seul. On va mettre fin à ça. Les 630 camions seront distribués aux d'autres opérateurs et aux jeunes d'un groupement d'intérêt économique. C'est très clair. Merci. Deuxièmement, la société UMS est actionnaire et ne peut pas avoir un monopole de transport. Lui aussi, cette société aussi, le nombre de ces camions vont diminuer. Le contenu local, il s'agit de donner des emplois aux Guinéens et aux jeunes. Pas de permettre à certains, par complicité. Je vous assure que les 630 camions de Alpha Yaya Kaba d'ici un mois seront arrêtés s'ils ne sont pas mis à la disposition des populations, des problèmes de UMS. Cette bancaire là, c'est fini. Deuxièmement, très souvent, ce qu'on paye, ce que la société paye pour les camions n'est pas ce qui est payé aux gens qui utilisent les camions. Désormais, tous les gens qui utilisent le camion doivent avoir un contrat direct avec la société. Plus de sous-traitants et de sous-traitants. Ensuite, les chauffeurs ne sont pas bien payés. Les transports ne donnent pas beaucoup d'emplois. Ce monsieur Alpha Yaya Kaba n'utilise que 8 personnes, 8 agents pour le carburant. De qui se foutons? Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, vous êtes là. Comment de telles choses ont été possibles? Comment de telles choses ont été possibles? Alors qu'une simple enquête permettait de connaître cela. Ce monopole va être cassé. Il n'utilisera que ses propres 19 camions. Tous les autres camions seront mis à la disposition d'autres opérateurs au groupement d'intérêt économique des jeunes. Cela est très clair. Ensuite, nous allons faire une table ronde avec tous les miniers. Car si l'exploitation minière a des avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Cette table ronde, la première chose d'abord, c'est l'établissement des cours d'eau. Comment voulez-vous faire l'agriculture, nourrir les populations, si l'eau disparaît? Alors, tout le monde va prendre des dispositions pour que les rivières ne tarissent pas et que l'eau soit disponible à la fois pour la culture et pour les populations. Deuxièmement, c'est la pollution. Ensuite, les accidents d'animaux. Et les gens, les propriétaires d'animaux ne sont pas toujours bien indemnisés. Donc, tout cela crée des mécontentements et des conflits locaux. Donc, les populations de Boké et de Bofa ont des raisons de ne pas être contents, ont des raisons de revendiquer, mais pas de casser. Des revendications, il y a un État qui a des revendications, ça s'adresse à l'État, et ça redresse. Donc, tous les impacts négatifs sur les populations de Boké et de Bofa, nous allons faire une table ronde pour trouver une solution.
Mais ça veut dire aussi que nous n'accepterons plus de pagaille. Nous ne serons plus que des gens touchent les rails ou qui fassent la pagaille. Ça aussi c'est fini. Et nous allons renforcer les forces de sécurité. Mais les sociétés minières doivent respecter l'environnement, respecter les dégâts qu'ils occasionnent au niveau des populations et respecter le contenu local. Le contenu local, c'est permettre aux Guinéens d'avoir accès au bien-être. Parce que le transport de beaux sites rapporte beaucoup d'argent. Ce n'est pas de permettre à quelques personnes de s'imposer et de monopole. Monsieur le gouverneur, le préfet, dans un mois, si les 600 camions de Alpha Yaya Kaba ne sont pas mis à disposition des populations et des groupements d'intérêt économique des jeunes, nous allons arrêter tous ces camions. Est-ce que c'est bien compris, monsieur le gouverneur et monsieur le préfet? Parce que vous n'avez pas fait votre travail. C'est vous qui avez dû faire cette enquête et nous dire ce qui ne va pas. Pourquoi voulez-vous que les populations ne soient pas mécontentes quand il y a un chômage jeune et qu'un seul monopole, 600 camions. Alors que 600 camions peuvent permettre à plus de 10 000 jeunes de trouver du travail et d'être autonomes. Pourquoi? Alors désormais, nous allons tout suivre et vérifier. On n'acceptera plus que les populations qui subissent les impacts n'aient pas des avantages et que ce soit quelques aventuriers qui, par complicité avec certaines personnes, ont les monopoles. Donc la table ronde avec tous les opérateurs économiques. Ensuite, l'accompagnement de l'agriculture. Nous avons demandé à la société Winning, qui va faire le chemin de fer pour l'exploitation de sa raffinerie, tout au long du chemin de fer, d'utiliser des bulldozers pour défricher afin que le nombre de surfaces cultivées soit augmenté. Nous allons aussi demander aux sociétés minières de se lancer, d'aider les travailleurs et les femmes surtout, à faire des cultures sous serre. Si on fait des cultures sous serre, il n'y aura pas de pollution parce que les poussières ne vont pas toucher les cultures vivrières, les cultures maraîchères. Donc, il faut prévoir aussi, monsieur le ministre, que dans le contenu local, il y ait les cultures sous serre qui va permettre à nos femmes de développer les cultures maraîchères, tomates, oignons et tout ça, etc. et de permettre de bien vivre. Ensuite aussi, les travailleurs de ces régions ne doivent pas manger de riz importé. On doit les aider à ce qu'on cultive là et qu'ils soient nourris par le riz qui est cultivé par eux-mêmes. Voilà donc un certain nombre de mesures que nous allons discuter lors de la table ronde. Parce que si nous protégeons les miniers, si nous sommes d'accord qu'il y a une coopération gagnant-gagnant, il faut que les miniers aussi respectent le code minier, dont le principal c'est le contenu local. Aussi, il y a des postes qui peuvent venir aux Guinéens. Pourquoi dans certaines sociétés, toutes les directions de ressources humaines sont aux mains des étrangers? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de Guinéens qui peuvent faire ces fonctions? Comment voulez-vous que ces gens puissent travailler, comprendre les populations? C'est un cas de Guinéens qui peut mieux comprendre les Guinéens. Les directions de ressources humaines doivent revenir à des Guinéens. Ça doit être clair pour toutes les sociétés minières. Alors, monsieur le ministre, puisque chacun de vous n'a pas fait son travail, moi j'ai fait votre travail à votre place. À la table ronde, toutes ces questions vont être soulevées à la table ronde et résolues. Mais nous nous disons aussi, nous nous engageons à protéger les sociétés minières. Nous ne sortons plus de pagaille. Nous allons renforcer constamment des forces de sécurité, gendarmes, police, etc. Et les forces d'enquête pour savoir tous les gens qui viennent pour faire la pagaille. On les déterminera avant, on les arrêtera avant qu'ils ne puissent nuire. Cela doit être très clair. Population de Boké et de Bofa, vous avez la chance que les mines soient chez vous. Il faut protéger les gens qui ont ces mines. Mais il faut que vous aussi, vous tirez tous les avantages de ces mines. Nous allons donc veiller à ce que les autorités locales veillent à l'application correcte du contenu local. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, à bon entendeur, salut. À présent, je vous invite à découvrir quelques images fortes de cette cérémonie d'acheminement de la bauxite de Djandjang au port de Kamsar avec un commentaire de notre envoyé spécial, Mamadou Alpha Baldi.
220 millions de dollars d'investissement. Les premiers kilomètres de chemin de fer depuis plus de 40 ans. Une nouvelle locomotive de plusieurs dizaines de wagons. Un tout nouveau port minier. La compagnie des bauxites et d'alumine de Djandjan est prête à lancer l'exportation de ses premières tonnes de bauxite. Pour cette phase initiale, environ 3 millions de tonnes de bauxite sortiront chaque année de ce port. Nous allons commencer à produire cette quantité, mais nous avons la capacité de passer rapidement à 6 millions de tonnes, voire à 9 millions de tonnes avant moins de 5 ans. Donc nous avons 3 composantes du projet. Nous avons la mine qui est à Sangaredi, et nous avons la ligne de chemin de fer, plus les nouvelles constructions que nous avons faites de voies ferrées, à savoir 3 km en amont à Sangaredi et 7 km à Kamsar, qui aboutit à ce port. Nous avons réalisé un port assez impressionnant, comme vous l'avez constaté. Nous avons plus de 1500 mètres de bande transporteuse, avec un système de commande pour les tapis. Depuis son lancement, le projet Djandjan emploie des centaines de et les populations locales ont mis à plus d'infrastructures de base et autres initiatives de développement. Conformément au code minier, les 0,5% du chiffre d'affaires annuel de la société seront réinvestis au sein des communautés impactées. Dans le reste de l'actualité, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, la ministre de la Défense nationale sur le chantier de l'usine militaire au camp Alpha Yaya Diallo. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans cette unité. Sergent-chef Marcel Massadouno, il est correspondant de la presse militaire. 5 mois après le lancement des travaux de l'usine militaire de Conakry, le chantier évolue à la satisfaction des autorités. Les ingénieurs turcs et guinéens s'activent tous les jours pour une remise rapide de l'édifice. De la salle de production en passant par la salle de broderie jusqu'au réfectoire, tout semble prêt pour recevoir les premières commandes. On a déjà fini. Et la majorité du travail, je peux vous dire, c'est 95% de travail, on a déjà terminé. Alors, jusqu'à l'inauguration, comme vous savez, au moment, la date qu'on précise pour faire l'inauguration, c'est 26 de ce mois-là. Avec une capacité de production de 1000 à 2000 tenues par jour, l'usine militaire de Conakry va employer 1500 personnes. En visite de travail sur le chantier, Dr Mohamed Djani, entouré de la hiérarchie militaire, se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous avons initié ce projet avec nos partenaires turcs et les entreprises guinéennes dans le cadre du partenariat public-privé pour la construction d'une usine de confection des tenues et des chaussures. Et ce que nous venons de voir vraiment nous prouve que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a eu raison d'initier la politique de la réforme du secteur de sécurité en impliquant les forces de défense dans le processus du développement socio-économique de notre pays. Créée en 1966, l'usine militaire est aux arrêts depuis plusieurs années. La relance de ce joyau est le fruit de la vaste et dynamique coopération guinéo-turque. L'inauguration officielle est prévue dans les jours à venir. À Mamou, la coopération japonaise fait du chemin. Une nouvelle école normale des instituteurs sortira bientôt de terre. C'est une première dans cette région. La pose de la première pierre s'est déroulée hier en présence de la ministre de la Coopération et son homologue de l'enseignement professionnel, Moussa Komara. Ce jour est historique. Jusqu'ici, la région administrative de Mamou n'avait pas d'école normale d'instituteurs. Sur ce site du quartier Téliko, le Japon va construire et équiper sa toute première école d'instituteurs. Une enveloppe de 42 milliards de francs guinéens. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la formation des instituteurs et à l'augmentation de leur nombre dans votre région en Guinée afin de répondre
aux besoins toujours croissants d'enseignants, notamment du premier degré, dans tout le pays. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous remercier au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que de son chef du gouvernement, le Dr Kassori Fofana, pour les contributions remarquables du Japon au développement de l'Afrique sous le sceau de la TICAD. Cette école sera construite par une entreprise locale sous la supervision d'une équipe japonaise. Le délai contractuel est de 18 mois. Nous, ce qu'on a écrit dans notre cahier de soumission, c'est 14 mois déjà. Donc, on a fait une planification de 14 mois. Cette infrastructure sera composée d'un bloc administratif, de 3 logements de fonction, de 2 blocs de 3 salles de classe chacun, d'un centre d'information et de documentation, des latrines, des salles informatiques et polyvalentes. J'exprime ici l'immense satisfaction d'un peuple dont le rêve le plus important est celui de la formation de ses enfants. L'avenir de la Guinée en dépend grandement, car les écoles normales d'instituteurs permettront sans aucun doute la préparation des enseignants du primaire et du préscolaire pour le bien-être des enfants de Guinée. La réalisation de cette école vient allonger la liste d'assistance du gouvernement du pays du soleil levant à la Guinée. Le chef du gouvernement poursuit ses tournées dans les QG des formations politiques. Dr Ibrahima Kassori Fofana s'est rendu successivement au siège du RPG Arc-en-Ciel, du PADES et du PUP. Ces rencontres se situent dans la dynamique de renforcer le partenariat entre les institutions en vue d'asseoir une véritable démocratie. Adi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Keita. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, le Premier ministre chef du gouvernement a été accueilli par la direction nationale du parti. Ici, les échanges ont porté essentiellement sur la promotion du dialogue politique, la perception de la situation économique et financière du parti au pouvoir par rapport à l'action gouvernementale et la lutte contre la corruption. Nous sommes sûrs que le levier qui lui a été donné, il saura s'en servir et servir la Guinée à bon escient. Ça, je suis rassuré. Parce qu'il a présenté en un mot les grandes lignes de sa politique et il nous invite aussi à le soutenir pour que vraiment l'élan qu'il veut avoir, cet élan-là soit soutenu et que ça soit un élan profitable pour l'ensemble de la population guinéenne. Quant au Premier ministre chef du gouvernement, il s'est appesanti sur la nécessité de resserrer les rangs, de travailler ensemble à renforcer le tissu social en vue de gagner le pari du développement. Au siège du PADES, parti des démocrates pour l'espoir, l'accueil a été somptueux. Dr Ousmane Kaba a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner le gouvernement Kassori Fofana en termes de conseils de suggestions dans les domaines des mines, des finances, de l'assainissement, de la construction et de fonctionnement des barrages et de l'employabilité des jeunes. Le parti PADES a donné l'engagement d'accompagner le Premier ministre Kassori Fofana dans ses œuvres de construction de la Guinée. Vous savez, nous sommes une opposition constructive et chaque fois qu'il va poser des actes tels que la lutte contre la corruption, tels que l'assainissement de la ville de Conakry, tels que la lutte pour qu'on ait une démocratie apaisée, le PADES sera à ses côtés pour l'accompagner. Une journée chargée mais très fructueuse pour le Premier ministre chef du gouvernement. Ici, Dr Ibrahima Kassori Fofana est au siège du Parti de l'Unité du Progrès, PUP en abrégé, où les membres du bureau politique national et autres militants du parti étaient mobilisés. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, c'est le Premier ministre à nous rendre une visite de courtoisie. Nous prenons acte. Il a dit ce qu'il a dit pour construire la paix, pour construire une Guinée paisible, une Guinée où il sera bon vivre. Nous avons pris acte de ces déclarations et après, la suite viendra. Partout, Dr Ibrahima Kassori Fofana a réaffirmé sa détermination à aller vite et bien avec le concours de tous les Guinéens afin de bâtir ensemble une nation forte et prospère.
Signature à Conakry d'un protocole d'entente tripartite entre le ministère de l'Action sociale, l'UNICEF et l'OIM. Cette nouvelle collaboration vise à faciliter le retour et la réinsertion sociale des enfants migrants. Mabintila Issouma, Mohamed Dou Kamara. Ces trois signatures concrétisent un protocole d'entente sur la protection des enfants en situation de mobilité. Le ministère de l'Action sociale, l'UNICEF et l'OIM, au-delà du partenariat traditionnel, s'engagent dans cette nouvelle aventure. Un engagement de partenariat, puisque avec l'OIM, nous nous sommes engagés à soutenir, à travers le ministère de l'Action sociale, la promotion féminine et de l'enfance, le renforcement des systèmes nationaux, des capacités nationales au niveau central, mais aussi surtout décentralisé, même au niveau des communes, pour pouvoir identifier les enfants en situation de migration les plus vulnérables, ceux qui ont besoin d'être protégés, mais aussi dans l'accompagnement psychosocial, dans l'accompagnement légal, et surtout, c'est très important, dans la réintégration au sein des communes et des familles. Donc tous ces éléments sont pris en compte dans cet accord. L'autre volet de ce protocole est le retour, la réintégration sociale des enfants et leur accès aux services sociaux de base. Des actions qui favorisent l'épanouissement de cette couche vulnérable. Même si on a un plan d'action qu'on est en train de dérouler, il est maintenant important d'avoir une feuille de route claire pour une meilleure prise en charge de ces enfants et une sensibilisation et l'interpellation de la communauté guinéenne par rapport à ces enfants qu'on laisse aller mourir et revenir aussi un peu détraqués et qui sont dépourvus de cette éducation. Nous avons constaté qu'au retour, les adultes étaient mieux pris en charge, les jeunes étaient mieux pris en charge, mais les femmes et les enfants, il y avait un problème. C'est sur la base de ça qu'avec nos partenaires, notamment l'UNICEF et l'OIM, nous avons décidé de mieux accompagner ces enfants et de façon durable pour leur réintégration sociale. À travers la signature de ce document, le ministère de l'Action sociale, l'UNICEF et l'OIM veulent renforcer leur combat autour de la protection des droits des enfants. En ce mois de juin, des actes sont posés pour freiner le phénomène des enfants en situation de mobilité. Espace santé, le 19 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des drépanocytaires, une maladie génétique qui provoque de nombreuses complications physiques. Sur le plan régional, la Guinée fait partie des pays où la maladie persiste encore. Près de 2% de la population sont drépanocytaires. Selon les spécialistes, la prise en charge de la maladie reste encore un défi majeur. C'est le reportage grand format de cette édition. Il est signé Hadia Toubari. Douleurs articulaires, anémie, problèmes au niveau des os et crises à répétition, c'est le quotidien des enfants drépanocytaires avec la forme majeure ou encore celle malade. Sékou Touré, 12 ans, est l'un des enfants souffrant de cette maladie. Admis ce matin dans un état de crise au centre médical SOS Drépano, le petit garçon se tord de douleur depuis 3 heures, ce malgré les premiers soins qu'il a reçus. En situation de crise, le traitement, c'est un traitement de la douleur, un traitement aussi des autres signes qui peuvent accompagner la douleur, parce que quand il y a la douleur, souvent il y a l'anémie. Comme ça, quand on connaît son taux d'hémoglobine et on l'examine, on voit qu'il n'y a pas de signe d'aggravation lié à l'anémie, tout de suite on peut dire on traite la douleur, on le réhydrate, et puis on donne les antalgiques, les anti-inflammatoires, les antibiotiques en fonction des signes. Ce centre médical SOS Drépano de Nongo est le seul dont la Guinée dispose. Dans cet établissement, près de 2000 drépanocytaires sont sous traitement. Un suivi médical qui permet d'agir sur les facteurs de risque des crises comme la fièvre et l'anémie sévère. Le respect des rendez-vous médicaux est strict chez Marie Lewa Wonduno, mère de 5 enfants. Parmi eux, 2 sont porteurs des gènes anormaux de type SS. Il faut avoir le courage, il faut chaque fois acheter les médicaments, il faut les amener en consultation, il faut leur nourrir bien. Ce n'est pas comme les autres enfants qui ne sont pas porteurs de drépanocytose.
La drépanocytose est une maladie génétique qui entraîne la malformation des globules rouges. Elle est transmise aux enfants par des parents porteurs sains. Selon des statistiques non exhaustives, environ 11% de Guinéens sont porteurs sains et 2% souffrent de la forme majeure. Chez les malades, le syndrome de pied-main est le premier symptôme qui apparaît dès les 4 mois de naissance. Tout commence vers l'âge de 3-4 mois par le gonflement du dos des mains et des pieds, qui peut être confondu à une entorse, à un enfant qui est tombé, qu'on a maltraité, ainsi de suite. Malheureusement, ces complications, c'est partout, dans tout le corps peut être concerné. Depuis le cœur qui envoie le sang, lui, quand il y a anémie, ce cœur aussi se porte mal, les os, surtout la tête du fémur, qui peut se détruire progressivement et entraîner ce qu'on appelle la nécrose, et qui, pour le traiter, surtout chez le jeune ou l'adulte, il faut faire une prothèse. La greffe de la moelle osseuse est le traitement adéquat pour guérir de la drépanocytose selon des spécialistes. Un traitement non accessible pour l'instant dans plusieurs pays africains comme la Guinée. En attendant, les drépanocytaires sont pris en charge à vie avec le respect de nombreuses consignes, parmi lesquelles figure la mise à jour des vaccins. Ceux qui souffrent de la forme majeure doivent éviter la pratique d'exercices physiques pour empêcher des cas de blessures ou encore de fractures. Autre consigne, faire des examens prénuptiaux pour empêcher de réunir des conjoints porteurs sains. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme. L'Assemblée nationale, 3 projets de loi viennent d'être adoptés et un Zérekouré forum est organisé pour restaurer la superficie et la biodiversité de la forêt de Ziama. Et enfin, à la cimenterie, une femme et sa fillette de 3 ans ont été emportées par les flammes. Le court-circuit serait à l'origine de ce drame. Commentaire, Moussa Bangoura. La République d'Algérie promet d'apporter son expertise dans la valorisation de la santé animale en Guinée. Le texte ratifiant cet accord de coopération a été adopté par les députés ce mardi à l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière. Va nous permettre de pouvoir bénéficier de l'expérience de ce pays frère dans le domaine de la gestion animale et aussi pouvoir permettre à nos structures concernées de pouvoir se mettre à niveau et profiter de cette expérience. Comment restaurer la superficie et la biodiversité des 4 pays de la Manoriva Union? Cet exercice préoccupe le projet Fonds environnemental mondial de Guinée. Au Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus de Sérédou, un forum a réuni une quinzaine de membres de 6 villages riverains de Ziama. Objectif, élire un bureau de 6 membres de la plateforme consultative locale devant échanger avec leurs homologues du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire pour une gestion intégrale des ressources en eau et une restauration du paysage des écosystèmes. Au niveau de la Guinée, nous mettons aujourd'hui la plateforme qui concerne le site de Ziama. Prochainement, le Libéria fera la même chose. Et comme je l'ai dit, c'est le cadre qui permet de suivre et d'évaluer tout ce qui sera fait dans le cadre de ce projet. Au quartier Cimenterie, dans la commune de Ratoma, c'est une mère et sa fille qui ont été emportées par les flammes. L'acte s'est passé dans la nuit du lundi à mardi, aux environs de 0 heure. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. C'est la femme même qui est décédée comme ça. C'est elle qui a été alertée. Elle est sortie. Elle a réveillé tous les membres de la famille, y compris son mari qui était déjà sur le lit et dormait. Et elle a dit que vraiment il y a le feu qui a pris notre maison. Sortez, sinon nous allons mourir tous. Alors que sa petite fille était à la maison. Elle dormait. Elle n'a pas pris attention à temps. Donc après que tout le monde est sorti, elle a trouvé qu'elle n'a pas vu son enfant. C'est comme ça qu'elle s'est retournée et les flammes l'ont pris et son enfant.
Semaine particulièrement noire pour la presse guinéenne. La RTG en deuil, le photographe et caméraman Ibrahima Porto Diallo pour les intimes a tiré sa révérence cette nuit du 18 juin au centre Jean-Paul II de Taouya, de suite de maladie. Sur fond de compassion, parents et collaborateurs réitèrent leur attachement à l'occasion des cérémonies funèbres. Mohamed Seyarsouma. En même temps, quand les médecins sont venus, ils m'ont vidé de la salle. Après quelques interventions, je me suis rendu compte que mon mari a rendu l'âme. Porto est reconnu pour son professionnalisme et sa disponibilité. De vibrants hommages lui sont rendus. Chaque fois que j'avais besoin de Porto, il était là. Je voudrais dire tout simplement que j'ai perdu un maillon important de ma chaîne à la section caméra. Je ne peux pas en dire plus. De Kourémalé à Sansalé et de Yukunku à Yomo, on nous a envoyés dans tous les villages, hameaux, préfectures, toujours avec Porto. Un seul jour, je le témoigne aujourd'hui pour que les parents entendent et que Dieu et ses anges retiennent. Un seul jour, pendant plus de 30 ans, nous n'avons crié un seul jour. Ces nombreux témoignages sont bien accueillis par la famille Diallo. Une oraison funèbre suivie par des prières et bénédictions pour le repos de l'âme d'Ibrahima Diallo, dit Porto. Le défunt laisse une épouse et 4 enfants, dont un garçon. Porto est décédé, mais nous sommes heureux d'entendre ce que nous venons d'entendre. C'est ce que souhaite chaque famille pour son enfant. Que l'on dise qu'il a servi sa nation. L'enterrement d'Ibrahima Diallo est programmé ce mardi au cimetière de Kolema-Soloprimo, dort en paix. Repose en paix, mon complice des week-ends Koto Porto. Enfin, sport, foot. Au score de 2-1